3 pour que ça enregistre bien. 1, 2, 3. Si je l'allume pas, il marche pas. Ouais. On a allumé la tranche jusqu'à c'est bon. Ça me fait un petit sourire. Est-ce que tu peux recommencer? 1, 2, 3. D'accord, s'il te plaît. 1, 2, 3. C'est pas très varié. Super, ça marche. C'est bon, ça filme. Bonsoir tout le monde, merci d'avoir venu. Ce soir, on va passer une soirée avec Luc Marissal. Bienvenue et merci d'avoir venu dans notre librairie à Villers de Cotoneux, à la librairie Chien sous la Lune. Tout d'abord, je veux te laisser te présenter, parler un peu de toi. Et après, on va continuer sur quelques questions. À la fin, on laissera le public discuter avec toi. Et après, il y aura une petite séance de dédicace, de vente de livres. Si les gens veulent bien. S'ils veulent bien, bien sûr. Et un petit apéro offert par la librairie. Bon, je te laisse te présenter. Oui, alors, c'est un exercice vachement difficile, ça, de se présenter. En fait, on va... à part le fait de dire que j'ai 71 ans, je vais parler de moi, je vais parler du moment où j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé véritablement à écrire en 2014. Mon premier livre, Épuisé, pas de chance, tant mieux pour moi, je l'ai écrit en 2014. Et c'était une commande d'une famille dans un petit village de chez moi, où le grand-père était l'historien local et il avait accumulé des tas et des tas de documents sur la Première Guerre, mais pas que. Il y avait la Deuxième Guerre, mais il y avait toutes les guerres avant, plus des éléments de vie quotidienne de son village. Et on remontait comme ça jusqu'à 1600 et quelques années, date à l'époque où on a commencé effectivement sérieusement à accumuler les vraies archives. Voilà. Et grand-père étant décédé, la famille se demandait ce qu'elle pouvait bien faire de ce trésor accumulé. Il y avait un petit peu de tout. Et moi j'ai dit ok, mais je veux voir l'état des archives et je ne vais pas raconter l'histoire du village de 1664 à 2014. C'est pas possible. Du coup, je suis monté dans le grenier, tout au moins dans les greniers, avec une des petites filles. Et là, mon Dieu, mais il y avait, c'était une vieille ferme en U, et le grenier faisait évidemment le U. Et en dessous, il y avait les tracteurs, etc. C'était inimaginable, ce n'était que des archives présentées dans des cajots, sur des tickets de caisse, parce qu'il gribouillait, dès qu'il trouvait quelque chose, il gribouillait un truc avec son crayon papier, puis il posait, puis après il passait à autre chose, puis il ne revenait pas parce que ça allait plus dans les feuilles. Enfin, c'était incroyable. Et je me dis, moi je veux bien, mais je peux pas trier ça. Donc je leur ai proposé de recentrer, parce que c'était juste avant le centenaire de la Grande Guerre, et là il y a un créneau évidemment à prendre, raconter l'histoire d'un petit village sous l'occupation allemande, parce que chez nous on était sous l'occupation allemande, pas Villers, hein, pas ici, c'était la ligne de front, mais du côté de Honbleu, du côté de chez moi, les villages étaient sous occupation allemande. Et donc la famille était évoquée, et j'ai raconté donc l'histoire de ce village sous l'occupation allemande, d'une façon historique. Alors le 15 juillet 1916, il s'est passé ça. Voilà. Non, je leur ai demandé l'autorisation parce que j'ai rendu les choses un peu plus agréables à lire, si on peut dire, par rapport à l'époque. Je suis parti du principe que ce serait certainement plus intéressant que ce soit une jeune fille de l'époque qui, dans son livre intime, raconte sa vie de tous les jours avec sa mère pendant l'occupation allemande, en utilisant évidemment le travail du grand-père. Donc ça s'est fait, et ça s'appelait Honbleu Terre Brûlée, Journal de Jeanne. Et on en a fait un documentaire avec un pote qui était infographiste,
Et c'est bête, j'ai oublié de l'amener. C'est un superbe bouquin avec des documents d'époque, parce que ce monsieur-là, il n'avait pas recueilli que des dates, etc. Il y avait des tas de photos du village. Il y avait la fanfare avant la guerre, la fanfare après la guerre. Il y avait les infirmières américaines qui ont débarqué. C'est un trésor. Voilà. Et donc on en a fait un superbe bouquin. Tous les gens du village l'ont acheté, plus d'autres personnes. Il est épuisé, j'en ai gardé 10 exemplaires. Évidemment, je me suis dit, je vais le ramener pour vous faire saliver et puis lui dire, ben voilà, vous allez vous réveiller avant pour lui revoir. Et puis j'ai oublié, comme quoi je suis jamais fini. Je peux finir comme ça. Donc la première écriture, c'est 2014. Et puis après, ça s'est enchaîné, 2018, après ça je ne sais plus, et puis le dernier c'était cette année. Non, ça c'est les chroniques d'après, après les chroniques d'avant. Ça c'est les chroniques d'après, il est sorti en mars de cette année. Voilà, c'est une écriture qui est très échelonnée dans le temps. Et ce sont des écritures qui sont complètement différentes. Je pense que ça a un rapport avec mon état d'esprit au moment où j'ai envie de l'écrire. Voilà. Sinon, je ne fais pas que d'écriture, je fais plein de trucs, je fais mon jardin. Et ça aide, vous savez que ça aide énormément à l'écriture. Mais ça ne nous aide pas à te connaître toi. Moi, si je me souviens bien, tu as travaillé dans l'éducation nationale. Ouais, mais bon. Un peu ton parcours quand même, qu'on comprend. Ça n'intéresse pas les gens, on va causer des bouquins. Si, ils me tous posaient la même question. C'est bien, monsieur Luc Marcel. Bon, j'habite un petit village qui s'appelle Brouchy. Ah, bah voilà. Je vous dirai quoi. Je vous dirai pourquoi. J'ai travaillé dans l'éducation nationale toute ma vie. En fait, je suis rentré dans l'éducation nationale, j'étais en classe maternelle. Et quand je vois les enfants mes petits-enfants qui rentrent en classe maternelle, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Voilà. Encore 60 ans. Ouais. Enfin, pour la meilleure des cas. Hein. Voilà, donc voilà. Par contre, je vais bien causer je n'ai pas fait que l'éducation nationale, j'ai été aussi militant culturel dans un organisme de formation d'éducation populaire, l'ICEMEA, où dans ce cadre-là, j'ai formé des animateurs de colo et des directeurs de colo, mais aussi on a, avec mon épouse, encadré des séjours de jeunes internationaux ou de jeunes français, soit avec handicap, soit sans handicap, des pré-ados, des ados, des adultes, dans des festivals comme le Festival d'Avignon, sur l'accompagnement du public au théâtre. Voilà. Donc ça a duré très longtemps. J'ai fait un petit peu aussi d'accompagnement culturel au Printemps de Bourges, toujours avec des jeunes et des moins jeunes. Voilà. Et aussi, on a, dans le cadre de mon village, créé une association qui était un office culturel, qui a rapidement développé mener des projets culturels en milieu rural, c'est un petit peu Don Quichotte. Ça marche, et des fois ça marche pas. Et en ce moment ça marche pas, il faut bien dire ce qui est, mais c'est pas que par rapport à ce qui se passe dans la ruralité, c'est aussi un contexte plus général où ça commençait à devenir très dur au moment du Covid. Et puis maintenant avec Rajida, le nouveau Covid, ça marche encore mieux. Donc on a fait pas mal de choses dans le cadre du village sur le développement de la culture. On a fait de la photo, on a fait des expositions patrimoniales, des expositions historiques, on a fait du festival des contes, on a fait de la musique, on a fait venir tout. On a fait venir quasiment 15 ans l'orchestre de Picardie dans le village. C'est un village de 400 habitants. Tous les ans, l'orchestre de Picardie vient au grand complet. Voilà. Là, on ne le fait plus parce que même si on avait des tarifs préférentiels, on n'a plus les moyens pour le faire venir. Enfin bref, c'est
c'est un combat captivant, mais c'est un combat qui, à un moment donné, devient épuisant. Voilà. Et je vais être très politique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais puisque je dois parler de moi, je faut que j'aille jusqu'au bout. Moi, naïvement, je fais dans la culture parce que ça me plaît, c'est le grand mon plaisir, évidemment. Mais je fais maintenant dans la médiation culturelle, parce que j'ai aussi un discours politique derrière, où je me dis que dans nos capacités profondes, pour que les gens soient moins bêtes, voilà, je suis direct, on amène des choses, on amène des événements, on amène des gens, on amène des créateurs, on amène des artistes, que nos concitoyens dans le village n'ont pas l'habitude de côtoyer, en disant ça évitera de voter n'importe comment. Sauf que je me suis dit, puis quand même quand on fait de la culture dans le village, le niveau du Front National a vraiment sacrément augmenté. Et là on se dit, oh merde, mais qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter. Peut-être c'est ça. Voilà, est-ce que j'ai... Très bien, merci. Bon, peut-être qu'ils ont des questions. On fera ça à la fin. Après. Parce qu'on aura un temps avec le public. Je reviens parce que je voyais que tu racontais pour le premier livre, mais si tu peux nous parler un peu de suite aussi, d'où vient justement parler de Grouchy, parce que moi je ne savais pas que tu étais Grouchy, elle me parlait un peu plus. Moi, c'est le livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais toutes ces petites histoires, elles avaient beaucoup de charme, j'ai bien accroché. Et bon, j'ai essayé d'imaginer parce que je ne connais pas Grouchy, j'étais jamais allé. On peut situer déjà où c'est Grouchy? Ouais, à peu près. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. À peu près. Ça c'est sympa. Mais c'est évident. Tout le monde voit âme. Ouais. Voilà. Pas vraiment, mais. Ça va aller, Âme, c'est ce qu'on met entre les deux tranches de pain. D'accord. Voilà. Grouchy est un petit village qui juste âme. Alors pour la petite histoire, c'est très important ce que je vais dire. L'ancienne Picardie, administrative, était composée de 3 départements qui, administrativement, se rencontrent en un point sur la carte. Il y a un point sur la carte où l'Aisne, l'Oise et la Somme se rencontrent. Grouchy, c'est le point. Mais c'est vrai, ça change tout. C'est le place. Et là, vous voyez bien où est Grouchy. Carrément. Parce que, alors, nous, on avait Grouchy, mais pour aller acheter notre pain à âme, on est obligé de passer dans l'Aisne. Ah. Ça va, ça se passe bien quand même. Non. Elle est actionnaire, ça. Je viens de l'Aisne. Je me disais aussi, je t'avais déjà vu quelque part. À la boulangerie. Donc c'est pas le centre du monde, mais c'est le centre de la Picardie. Oui, c'est le cœur de la Picardie. D'accord. Voilà. Donc, oui, excuse-moi. Non, vas-y, tu t'es bien lancé. On t'écoute. Parce qu'on Donc, parlait justement de Grouchy. Oui. Tu viens de Grouchy. J'habite Grouchy depuis 35 ans, 38 ans, voilà. Mais je ne suis pas originaire de Grouchy, je suis né dans le Nord. Voilà. Grouchy, quand on a prospecté dans le coin, parce que dans l'éducation nationale, on est muté, des fois il faut trouver un hébergement, donc pourquoi pas Grouchy, parce que le village était sympa. Et c'est centre de Picardie. C'était le centre de Picardie. Mais après, j'ai apprécié d'être au centre de la Picardie, parce que vu les déplacements qu'on avait à faire. Grouchy était un petit village très calme, très tranquille, très rural, avec beaucoup de personnes âgées. Et au fil du temps, on a vu les gens disparaître un peu. Et comme dans tout village du Santerre, du Vermandois, de la Picardie profonde, c'est très difficile. C'est très difficile pour ceux qui ne sont pas natifs de s'intégrer. C'est très difficile. Les Picards n'invitent pas. Ils ont vu tellement passer de gens qui s'invitaient chez eux qu'ils n'invitent plus personne. Donc on a passé très longtemps, 30 ans, avant de pouvoir aller chez les gens. Et le déclencheur, ça a été, nous, dans le cadre de l'Office culturel, l'une de nos expositions, ça a été un pari fou, c'était dans l'immense salle polyvalente, raconter l'histoire de 55 000 années de Grouchy.
Donc ça a commencé. On était avec un pote du village qui était archéologue amateur, puis sa vocation, c'est pas dû être archéologue admirable. Et donc il avait une somme de documents, des pierres taillées, des trucs, des machins. Et puis c'est aussi un collectionneur archiviste, documentariste, il a cherché tout un tas de choses. Et on a accumulé des documents donc des 55 000 ans précédents jusqu'à Grouchy de nos jours, avec des photos avant, après, maire à l'époque, en 1920, plein de trucs qu'on a essayé d'ordonner dans la... Et on a vu arriver tous les gens de Grouchy, c'était magnifique. Et ah oui, puis tu sauveras, machin, ah oui, puis c'est la vérité d'un truc. Et là on s'est dit, là, tous ces gens-là, dans 5 ans ou dans 10 ans, sont plus là, et ils ont des tas d'histoires à raconter. Et dans le groupe, il y avait un pote qui nous a dit toi, t'aimes bien écrire, t'as déjà écrit un bouquin, tu pourrais pas faire quelque chose. Alors, on va se raisonner, on va voir. Et ça m'a tarabusté, et je me suis dit, ben oui, il faut faire quelque chose. Et on parlait beaucoup à l'époque, enfin, tout au moins dans les sphères de collecte de paroles, collecte d'histoire, collecte de souvenirs. Voilà. Moi, je me dis, bah, vous aussi, je vais faire une petite collecte. Alors, nous voilà partis. La collecte a duré plus d'1 an et demi, quasiment 2 ans, avec Corinne, mon épouse, et ou avec le pote, justement, qui lui est un natif de Grouchy, ce qui nous a permis d'ouvrir les portes. Allez, c'est passé. C'était pas bien venu par ça. Voilà, ça facilite les choses. Et alors au début, les gens me connaissaient. Oui, c'est le prof, voilà, il est gentil, il dit bonjour, enfin, il fait des trucs, il fait de la musique, là, ok. Et mais c'est pas suffisant. Et donc, quand même, le fait qu'on soit bien vu, ça a permis de débloquer très rapidement la parole. Et souvent, c'était, on allait au café, au moment du café, parce que là, c'est bien. Voilà. Et donc, on a rencontré une dizaine de personnes qui nous ont ouvert la porte, et pas que la porte de la maison, mais la porte des souvenirs aussi. Voilà. Et très rapidement, c'est venu. C'est là où on se dit, il y a un besoin des personnes, des vieux, un besoin des vieux de se raconter, de raconter la vie d'avant, celle qu'ils ont vécue. Alors je dis pas, je ne défends absolument pas l'idée c'était mieux avant, tout ça. Hein. C'était pas le propos, c'était pas l'objectif, c'est pas l'objectif de raconter. On était dans une collecte du souvenir du quotidien, des émotions, des deuils, des parties de rigolade, des inquiétudes que ces gens-là ont connues quand ils étaient gosses jusqu'à leur âge adulte. Il a fallu faire des tris. parce que ce qu'ils racontaient des fois c'était incompréhensible. C'était des trucs elliptiques où il n'y avait que eux qui comprenaient. Bon, oui. Je savais que j'allais être attendu au tournant parce qu'ils ont tous pris le bouquin pour regarder. Alors, il y en a qui ont été certainement déçus de ne pas voir leurs bonnes histoires. Mais je croyais que. Bon, mais, bref. Et j'ai. Il y a plus de la moitié qui sont plus là. Je me suis dit là. Ouais. Parce que la personne qui m'a beaucoup aidé, le vieux qui m'a beaucoup aidé, je l'appelle Norbert, qui est un des personnages centraux de. C'est le sonneur de cloche. Extraordinaire. Il l'a pas lu. Ah ouais? Il est mort. Il est resté. Bref, donc on a bien rigolé avec les vieux quand on a fait la Les colloque. anciens, c'est mieux. Ouais, je crois qu'ils s'en fichent. On dit les jeunes, alors. Moi, Je sais pas. Moi, bientôt, je vais passer dans la catégorie des vieux. Non. Jusqu'à 77 ans, on est jeune.
Journal de Tintin, c'est pour les jeunes de 7 à 77. On commence à vieillir de la naissance de toute façon. Donc je ne sais plus ce que je veux dire. Norbert n'a pas pu se redécouvrir. Voilà. Quand j'ai fait, alors sur la méthodologie, j'allais au moment où j'étais invité. Voilà. Et c'est mon pote Claude qui négociait les rendez-vous. Ambassadeur. Oui. Puis après, il dit ouais, ça y est, c'est bon, on a rendez-vous à 14h chez machin la semaine prochaine. Puis après, on verra. Bon, après, le pli étant pris, on avait des rendez-vous réguliers. Voilà. Donc, à un moment donné, ça revenait en boucle. Donc, il a fallu que je trouve des bonnes questions pour déboucler le souvenir. Et puis les solliciter sur des détails qui pour eux n'étaient pas importants, mais qui pour moi dans l'écriture étaient fondamentaux, parce que sinon le souvenir de certaines personnes, c'est il a pris ce cagette, il a fait le tour dans le jardin des voisins, il a piqué des poireaux, puis il est revenu à se maison. Oh, on a rigolé, ouais, mais on peut l'histoire avec ça. Donc il a fallu gratter voilà. Donc mon gros problème, ça a été de trouver les bonnes questions pour sortir de cette boucle-là et sortir de ce côté très rapide, parce que le souvenir, pour eux, c'est le fait de raconter, mais le vrai souvenir, il est dans la tête et il faut le sortir, il faut que les neurones se reconnaissent, il faut qu'ils se reconnaissent. Alors oui, mais c'était en quelle année? Est-ce qu'il y avait des voitures? Ah oui, il y avait des voitures. Il y en avait beaucoup, hein. Il y avait le facteur, il n'avait pas de voiture encore. C'est là où on se dit, ouais, quand même, dans le village, et là, les gens retrouvent le souvenir, pas à l'état initial, mais tel que peut-être ils l'ont vécu. C'est-à-dire que le facteur, il était à vélo. Et même avant, il venait à cheval, le facteur. Et ça, le coup du facteur qui vient à cheval, il n'est pas venu tout de suite dans le souvenir. Il est venu au bout de la 4e ou la 5e prise de café, quoi. Donc, ça c'était une difficulté. La deuxième difficulté, c'était que je ne voulais pas enregistrer. Tout simplement parce que ça fait double de travail. On enregistre, voilà, et puis après, retour à la maison, on réécoute une deuxième fois ce qu'on a entendu en direct pour prendre des notes. Moi je dis autant prendre la note directe, et surtout que le filtre du cerveau de celui qui prend la note, il est intéressant parce qu'il va à un moment donné évacuer tout ce qui est parasite pour ne garder que l'essentiel. Et après, sur cette prise de notes que j'ai fait en direct, j'ai repris à la maison pour remettre dans l'ordre. Parce que le truc rigolo dont on s'est aperçu après, c'est que les vieux ont vécu les mêmes événements et ils n'ont pas le même point de vue. Bon, à un moment donné, je me suis aperçu que Geneviève a raconté un truc sur son voisin, et puis après, il y avait quelqu'un d'autre qui racontait le même truc sur le même voisin, et donc, évidemment, on ne balance pas les mêmes choses sur les voisins, hein, même bon, avec 3 versions. Bon, enfin, quand même, c'est quand même un voleur. Hein. et donc, ça va, à un moment donné, ils étaient en confiance, ils balançaient des trucs, voilà, ça a été le travail aussi donc de prise de notes et de filtrage de ces souvenirs-là qui a été mon deuxième problème. Puis évidemment, le troisième problème, c'est qu'on reprend tout, puis qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est voilà. Est-ce que je le mets dans l'ordre chronologique ou pas? Voilà, parce que le lecteur, à un moment donné, là, ça m'apparaît. Et est-ce que je livre les choses comme ça? Ou est-ce que je rebâtis? Et j'ai préféré rebâtir. C'est pour ça que certaines personnes ont été un petit peu déçues de ne pas retrouver le souvenir qu'elles avaient vécu, mais un souvenir que moi j'ai fictionné, que j'ai rendu, de mon point de vue d'auteur, acceptable pour une lecture. Donc, dedans il y a beaucoup de vrai, mais beaucoup d'imagination aussi. Le sonneur de cloche. Alors il y a deux textes très intéressants de mon point de vue. Je suis amoureux de ces textes-là. C'est le premier et le dernier. Le premier, c'est Le sonneur de cloche. Alors, c'est une référence à Norbert. Et le
le dernier texte, celui qui clôt le livre, c'est une référence à une histoire d'Ambrouchy. L'histoire, c'est l'histoire du trésor. Parce que vous savez, à Ambrouchy, comme dans tous les villages, il y a l'histoire. Et cette histoire du trésor, on ne l'a pas dit tout de suite. Des fois, je le trouve. Et donc, on me l'a raconté de plusieurs sources. Ça ne s'est pas forcément passé à la même maison, mais du coup, j'ai dit ça va se passer à cette maison-là. Et ça m'a fait. Ces deux histoires-là m'ont fait rire quand je les ai écrites. Je rigolais tout seul. Voilà. En repassant aux gens qui me racontaient, en disant, mais quand ils vont lire ça, ils vont dire, quand même, c'est pas tellement l'histoire que je lui raconte. Voilà. Mais tant pis. Et la seule obligation chronologique que je me suis donnée dans ce livre-là, bon, ça se passe entre 1930 et 1960, en gros, au niveau des. Donc on a toute la période de l'exode, l'arrivée des Allemands, l'exode, l'occupation, et ça, j'ai essayé de le mettre de façon chronologique. Pour pas à la fois perdre les lecteurs de Grouchy, mais pour pas perdre les lecteurs potentiels. Voilà. Sinon, les autres galeries de portraits, le curé, les enfants de chœur, les chasseurs, voilà, tout est dans le désordre. Ça peut se passer en 35 comme ça peut se passer en 55, peu importe. Volontairement, c'est pas daté. Puis on a les portraits habituels dans les villages. Il y a le curé, il y a l'instit, il y a le maire, il y a le bistrotier, il y a le gros cutéreux, il y a le petit cutéreux, voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir, j'attends avec impatience. Non, on le fait. Non, excuse-moi, c'est pas moi qui gère. C'est quand même une soirée. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que le décor, il est encore authentique dans le village? Ça t'a permis un peu à te mettre dans le bain, ou ça changeait le village? Il a changé vraiment avec le temps? Est-ce qu'il y avait des manches de guerre? Parce que je ne connais pas l'histoire de ces points-là, en fait. Ou est-ce que le village, il encore ressemble à ce village du passé, on peut dire? Si vous voulez visiter le village, il faut se dépêcher parce qu'il est en train de devenir un village moderne dortoir. Voilà. Par contre, à l'époque, quand j'ai commencé cette écriture-là, on avait très peu de maisons neuves, et donc on était énormément sur la brique. On est toujours d'ailleurs, énormément sur la brique, sur des rues qui ne sont pas alignées, pas dans tous les sens. Beaucoup de maisons encore dites d'urgence bâties après la Première Guerre, et certaines bâties encore après la Deuxième, qui ont été rafistolées, réagrandies. Voilà. Donc c'était un village assez typique, assez beau, en plusieurs parties, avec un hameau, une petite rivière qui traverse le village, un marais, ce point géographique administratif sur un coin du village entre les trois départements, où il y a une ferme. Il est en train de se moderniser, quoi, avec des maisons qui sont toutes grises, blanches, crème, noires, bleues, on les voit partout. Comme on les voit partout maintenant. Donc ouais, il y a on voit encore les anciennes maisons parce qu'elles n'ont pas été détruites. Il faut se dépêcher parce que même ces vieilles maisons en briques, avec les aides à la rénovation énergétique, elles se recouvrent de mousse et on ne voit plus les briques. Et peut-être avant la lecture, j'aimerais bien aussi que tu nous parles un peu de trois autres livres. Surtout de dernière, des farces, mais pourquoi tu retournes aussi loin dans le passé? Qu'est-ce qui t'a amené à cette écriture-là aussi? Alors là, je ne peux pas te dire. D'accord. C'est une bonne réponse. Pourquoi je retourne aussi loin dans le passé? Ça, je peux pas dire. Je me suis posé la question plusieurs fois ces derniers temps, et je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé d'orientation professionnelle, si j'aurais pas dû faire prof d'histoire.
Mais en fait, pour l'instant, c'est tout ce que je peux répondre. En fait, oui, l'histoire, j'aime bien l'histoire. Maintenant, est-ce que c'est une passion? Non, je ne pense pas, parce que je n'ai absolument aucune mémoire, et je n'arrive à retenir difficilement les noms des grands qui nous ont succédé au fil des ans, des siècles, et surtout pas les dates. Donc, je devrais être très nul en histoire. Par contre, ce qui m'intéresse dans le retour dans l'histoire, c'est l'histoire des gens. Voilà. Je vais quand même parler de celui-là, parce que j'ai toujours aimé les histoires, quelles que soient les histoires. Et je pense que quand on veut écrire quelque chose, on est confronté à la question suivante, c'est qu'est-ce qui va déclencher mon histoire? Et quand on a l'histoire dans la tête, il faudrait que l'auteur se pose la question de qu'est-ce qui a pu déclencher cette histoire-là dans ma tête? Voilà. Alors, c'est peut-être pas la question que tous les auteurs doivent se poser, en fait, c'est tout au moins moi ce que je veux. Et je pose cette question-là pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé sur une carte, en fait, les cartes IGN pour moi c'est un trésor. Sur les cartes, il y a toujours des noms rigolos perdus dans la nature. Les lieux-dits. Les lieux-dits ont tous des noms qui marquent l'histoire. Quand vous demandez à quelqu'un, mais depuis quand ça s'appelle la fosse aux loups? Je sais pas, 50 ans. Plus vieux. Pourquoi ça s'appelle la fosse aux loups? Et qu'est-ce que ça veut dire la fosse aux loups? Est-ce que c'est un trou ou est-ce que c'est le fossé creusé naturellement par la meute avec le lieu qui avance? Ah bon, tu crois? Bah je dis ouais, je suis sûr. C'est pas un trou, c'est la meute qui passe et qui creuse tout doucement. Et tout ça, ça m'a toujours plu. Et dans le coin, là, pas loin d'ici, pas loin de Brouchy, il y a des noms biodits qui sont quand même assez croquignons et où on se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer là pour que ça s'appelle comme ça? Pas loin d'ici, il y a un biodit qui s'appelle le Bois des Meurtriers. Quelle histoire, mon Dieu, mais quelle histoire! Et je me suis dit, on va raconter des histoires. Donc, 8 lieux-dits, 8 histoires différentes. Je me suis inspiré donc directement de ce qui a pu se passer pour que ça s'appelle comme ça. Et je me suis, donné, ça c'est une sacrée contrainte pour raconter une histoire. Vous choisissez pas la thématique. Voilà. La deuxième contrainte, c'était, puisque j'aime beaucoup l'histoire, j'aime remonter le cours de l'histoire, je me suis dit, allez, on va placer chacune de ces histoires dans une époque historique différente. Donc nous avons 8 époques historiques différentes. La première époque, ça se passe en 687, pas loin d'ici. Voilà. Déjà en France, en 687, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais en plus, ici, dans le fond du Vermandois, c'est encore pire. Détrompez-vous, il s'est passé un truc important qui a failli changer le cours de l'histoire de France. Alors, je ne vous en dis pas plus, parce que si ça vous intéresse, Et le dernier récit, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je refais une petite parenthèse par rapport à mon pote Norbert, parce que Norbert, il m'a raconté des histoires sur Grouchy, mais il m'a raconté des histoires sur les villages à côté, parce que c'était un grand bavard, et puis c'était un grand voyageur à vélo. Et à l'époque, pendant la Deuxième Guerre, c'était un ado. Et il m'a dit, maintenant je connais bien, je vais te raconter un secret. Et tu sais, le village à côté, il s'est passé un truc terrible. J'avais entendu effectivement le village à côté qu'il y avait eu un truc, un crime, un curé assassiné pendant la guerre. Personne n'en parle, c'est de la rumeur. Tout le monde est au courant qu'il y avait un curé assassiné, mais personne n'en parle. Et
Moi, je vais te raconter l'histoire. J'y étais. Il raconte l'histoire. Alors, il raconte l'histoire, mais lui, il n'était pas dans le coup de feu. Hein. Lui, il faisait le guet. Ok, Herbert, tu faisais le guet, donc c'est pas toi qui as tué. Mais il était là. Et il était là avec des potes. Je ne sais pas qui sont ses potes. Bref, j'ai quand même raconté l'histoire parce que je ne voulais pas la raconter parce que ça faisait pas partie de Brouchy, c'était le village à côté. Et je l'ai raconté dans les récits cruels. Et j'ai mené ma petite enquête hein, quand même. Parce que j'ai rencontré une fois une mère de ce village-là qui m'en avait parlé une fois sur un des projets. Oui, il dit d'ailleurs, ça t'intéresse, la mairie actuelle, elle est dans le presbytère, là où il s'est fait tuer le curé. Alors, et je suis allé dans la mairie, et donc j'ai regardé les pièces pour me donner l'idée, et dans la description que je fais du presbytère, j'ai tenu compte de ce que j'ai vu dans la visite de la mairie. Évidemment, voilà. Et oui, ce curé-là a vraiment existé, et oui, ces personnages-là ont vraiment existé. Après, j'ai romancé, bien sûr, j'ai raconté à ma sauce, mais c'est une histoire terrible, c'est une histoire vraie, c'est la seule histoire vraie, 80% vraie. Sinon, toutes les autres sont inventées. J'étais pas en 687 à la bataille de Tertry. Mais à Tertry, il y a quand même, on sait qu'il y a une grande bataille historique, on sait qu'il y a un lieu-dit qui s'appelle les Champs Rouges. Il ne faut pas être grandement malin pour se dire, ça se trouve, ils se sont tapés sur la tête à cet endroit-là. Donc j'ai raconté l'histoire des Champs Rouges. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on a le bois des meurtriers, c'est pas loin d'ici. Vous savez, vous avez entendu parler des chauffeurs du Nord. Ben, c'est justement pas loin du bois des meurtriers. Ah bah allez, tous les coups, ils ont tué des gens dans le bois. Et maintenant, ça s'appelle le bois des meurtriers. Et ainsi de suite. C'est pour ça que les chauffeurs, c'est une époque historique donnée. Les Champs Rouges, c'est quand même les Mérovingiens. Je n'avais pas raconté les Champs Rouges en 1968, c'est pas possible. Et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé 8 époques historiques différentes. Et puis comme je suis un peu compliqué comme garçon, la troisième contrainte, c'est que je me suis donné des contraintes littéraires, et chaque récit est une forme littéraire différente. Voilà, donc bonne lecture, mais ça se lit bien. Peut-être on va écouter un extrait de Brouchy. Ouais, on va écouter un extrait. Tu veux t'installer ici, Simon? Comme ça, Je vais pas. Vaut mieux le chef de ceci. C'est carrément devant le Ah, la vue est différente d'ici. Quelle idée. Jour de guerre, jour de tonnerre, 1943. Au retour de leur bombardement, les lourds avions américains larguaient les réservoirs de secours pour la réserve. Parce qu'il en fallait du carburant pour aller bombarder les usines en Allemagne et revenir en Angleterre. Alors les réservoirs de réserve tombaient n'importe où, et c'était très dangereux, car il y avait plein de gaz volatile dedans. Tôt ce matin-là, l'un de ces réservoirs est tombé dans la mare en face de chez la ferme à R. On est allé voir avec les copains dans la cuve de la mare. On n'avait pas école. Ça allait être chouette. On courait vers la mare comme des lapins vers les carottes. R avait un pantalon tout neuf. Il faisait son fier. Il allait devant. Il voulait être le premier. Facile. Il avait son vélo, nous on était à pied. Arrivé là-bas, on a vu la grosse masse grise de la cuve un peu penchée au milieu de la mare. R était déjà là. Il avait laissé son vélo dans le mi-temps du chemin, tellement il était pressé. Il était en train de retrousser le bas de son pantalon pour pas trop le mouiller, car il fallait traverser un peu la mare pour arriver à la cuve. Ce sera moi le premier à grimper dessus. Puis il est monté dessus. La cuve bougeait un peu, mais ça l'a pas empêché de se mettre debout dessus pour rabaisser les jambes de son pantalon. Puis après, il s'est mis à danser comme un tordu. Il faisait le fier. Nous, on est restés au bord à le regarder. Avec Mi, on a mis les pieds dans l'eau froide et vaseuse pour aller vers la cuve, du côté qui avait un petit bout de tuyau qui sortait. On a essayé de regarder dedans, mais on n'a rien vu. Et ça sentait pas bon. On aurait dit la même odeur de carburant comme quand le père D y démarre son vieux camion à Ridel. Ma, qui était trop petit, on l'a empêché de venir avec nous.
Du coup, il nous regardait sur le bord, les pieds au sec. Moi, j'avais des allumettes. Je les avais piquées dans le tiroir de la table de la cuisine. Alors, j'en ai craqué une et je l'ai approchée du trou en haut du réservoir. Boum! Une grosse flamme sort du tuyau. Le gaz s'est enflammé d'un coup. Et le réservoir est parti droit comme une fusée avec le R dessus. Faut voir comment il a sauté en l'air. Il est retombé comme une masse sur le bord de la mare. Nous, avec Mi, on est tombé à la renverse. On s'est étalé dans l'eau, on avait été soufflé par l'explosion du gaz. Le Tioma hurlait de peur sur le bord. Il s'arrêtait pas. On a cherché des yeux R. On l'a vu qu'il se relevait péniblement. Il avait la tête toute noire et son pantalon, oh là là, son pantalon tout neuf. Des morceaux qui retournaient partout. Il est reparti sur son vélo en zigzagant. Il n'entendait pas ce qu'on lui criait d'arrêter. Il était devenu sourd. Il avait l'air tout drôle, comme s'il avait perdu la tête. Moi, j'ai eu la main toute brûlée et mis le côté de la figure. On n'était pas beau à voir. On s'est fait bien attraper. Tout le monde s'y est mis. Les parents, le garde, le maire, tout. Merci Simon. Je m'en vais. Voilà. Et puis les deux derniers. Alors les deux derniers, c'est spécial. Depuis un peu plus de 6 ans maintenant, l'association des Amis du Château de Ham organise une médiévale. Au cours de cette médiévale, qui est un village du XIIIe siècle, où il y a des sociétés de reconstitution historique, des échoppes, de menuisiers, de wed, couture, enfin bref, voilà. On a aussi, il y a de la musique, il y a des oies qui se baladent dans tous les coins, enfin bref. C'est un lieu qui est clos. Dans les vestiges du château, dans le parc, on a des lieux qui sont propices aux petites scénettes de théâtre. Et donc, j'ai écrit et mis en scène ces scénettes depuis un peu plus de 6 ans. Et ça se joue dans le cadre de ces médiévales. Le propre du théâtre, c'est le côté éphémère. Donc c'est un travail qui a été fait, qui a été joué par des acteurs amateurs, qui a été mis en scène voilà, pendant un week-end tous les ans. Ça représente une bonne vingtaine de pièces. Et puis voilà, on n'en parle plus. Le week-end est terminé, voilà, les pièces elles disparaissent de la circulation. Puis un jour, je me dis, on va quand même bosser pour ça, quoi. Et puis pourquoi les perdre? Donc j'ai tout repris, je me suis mis au travail, et de documents de travail à destination d'acteurs pour répéter, apprendre des textes, prendre des notes, etc. J'ai tout repris, j'ai certaines scénettes, je les ai fusionnées pour que ce soit plus complet parce que certaines étaient trop courtes, etc. J'ai mis beaucoup de didascalie, j'ai modifié certaines expressions, etc. Et le résultat est là. Donc on a les chroniques d'avant et les chroniques d'après. Avant, pourquoi, et après, pourquoi. Ça, c'est la vie quotidienne des gens dans le bourg de Ham, pendant que le seigneur du coin, le seigneur Odon, seigneur de Ham, qui était au croisades. Voilà. Donc il menait la vie, pas forcément qu'il voulait, mais il menait une certaine vie. Et voilà, les chroniques d'après, c'est maintenant qu'il est rentré des croisades, il y a de nouvelles choses qui se passent dans le bourg, et des nouvelles adaptations, des nouveaux rapports sociaux. Voilà. Là, elles sont relativement gentillettes. Là, elles sont un peu plus cruelles, parce que j'aborde en particulier dans une des scènes, l'une des scénettes, quelque chose qu'on n'aborde pas, en général, quand on étudie le Moyen-Âge avec les enfants, c'est que des fois, les gens, ils avaient tellement faim qu'ils mangeaient certaines personnes d'entre eux, quoi. Le cannibalisme existait au Moyen-Âge. On n'en parle pas, mais oui, il y a eu plusieurs périodes de cannibalisme par chez nous, en Europe, parce que il fallait bien manger, quoi. Voilà. Donc, alors maintenant, ce dont on est à peu près sûr,
c'est qu'on mangeait les gens qui étaient déjà morts. Normalement. Mais ils étaient morts. Bon, après, donc voilà. Donc j'aborde le sujet. Alors attention, c'est absolument pas sérieux. Ça n'est absolument. Attends, c'est pas parce que c'est historiquement marqué, des croisades, attention, voilà, c'est du Moyen Âge. Voilà. Non. C'est un truc. Il n'y a pas une scène sérieuse. Tu en as lu une, deux, dont celle de la ceinture de chasteté. On ne peut pas dire que ce soit très sérieux. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc voilà. Parce que oui, il revient des croisades, ils ont perdu la clé. Voilà. Donc, du coup, il est obligé de manger son épouse. Alors, c'est des farces à la façon du Moyen Âge. À la façon. C'est pas en ancien français. C'est du français très moderne. Mais il y a, on devine un rapport avec le public très, très proche, où souvent on sollicite l'attention du public, ou son assentiment sur les conneries que certains personnages peuvent faire. Et après, il y a des trucs très sérieux, mais qui sont noyés dans des discours très sérieux, très scientifiques, parce qu'il y avait quand même une conscience de la science par rapport à l'inconscience de la religion. Des fois, ça cause assez profondément, philosophiquement, autour des tops qui font du dégât dans les choux. On parle de Dieu et Dieu il fait chier, quoi. Pourquoi il a inventé la top? Voilà en gros comment ces choses-là se présentent. Si ça vous intéresse, dans 15 jours, il y a une médiévale à Ham avec un spectacle, non plus des scénettes, mais un spectacle dans un nouvel endroit qu'on va inaugurer, un spectacle d'une demi-heure avec chant, avec musique en direct, et vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, on va partir avec un petit caméra. Voilà. Moi, j'ai fini. Merci infiniment. Et maintenant, à vous, si vous avez des questions à poser à Luc, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question, mais vous y avez plus ou moins répondu. Je voulais savoir s'il y avait quand même toujours une vraie base historique, donc s'il y a quand même beaucoup d'inventions, notamment dans les trois plus récents. Alors, il y a, même dans les délires des petites farces du Moyen-Âge, il y a de toute façon une base historique vérifiée. Dans ce qui peut, il y a des moments où, si vous feuilletez, si vous lisez, à un moment donné, il y a un conseil au dont revient les croisades, et il essaye de régler les problèmes urgents, parce qu'il voit que c'est des fois que ça se barre un petit peu en cacahuète, les gens ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Entre autres, il se pose le problème de la divagation des cochons dans la ville. Et tout ce que je raconte à propos des cochons, et de la divagation et de la punition, c'est vrai. Par contre, le traitement que j'en fais n'est pas très sérieux. Oui, donc du coup, on a des bases historiques, surtout celui-là. Celui-là, je ne pouvais pas me permettre de raconter n'importe quoi sur les Mérovingiens, ou sur la Seconde Guerre, ou sur la guerre de 70. Par contre, l'explication du nom, c'est quand même vous qui le supposez par rapport à vos recherches. Mais en fait, il n'y a pas forcément une trace qui dit qu'effectivement, c'est vraiment cette histoire-là qui fait qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Dans les lieux-dits, je ne connais pas un lieu-dit qui peut prouver historiquement son appellation. Ça doit exister, hein. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des archives qui ont été... Je ne suis pas sûr qu'il y ait des chercheurs qui ont fait ça, qui ont mis ça en archive. On est vraiment dans la tradition populaire. On est vraiment dans le... C'est la parole des gens qui ont vécu là. À un moment donné, il s'est passé ça, et maintenant, c'est... voilà. On l'appelle comme ça, mais depuis quand? Moi, j'ai toujours connu ça. Hein. Et ça, il y a des appellations qui remontent.
votre premier livre, comment cet thème est venu vous chercher en fait? Celui qu'on ne voit pas et qu'on ne verra plus. Sinon, on pourra peut-être le voir un jour. En fait, c'est une élève à moi que j'ai eue. Puis après, elle a grandi, puis elle est partie. Voilà. Et à un moment donné, la famille est venue me revoir. La famille, pas l'élève. En disant, mais voilà. Parce que la famille savait que je bidouillais de la culture, voilà, je faisais des trucs. Et on vient vous demander parce que vous avez eu nos enfants, puis on a un petit peu confiance en vous par rapport à ce qu'on vous propose de faire. Alors on dit ouais, vous me proposez quoi? Puis voilà, j'ai peut-être dit oui trop vite quoi, quand j'ai vu les greniers. J'ai dit oui trop vite. Voilà. Allez, j'ai oublié de dire un truc dans ma présentation, un truc dans lequel je suis assez fier. N'hésite pas. Je peux revenir en arrière? Bien sûr. Pas au Moyen-Âge par contre, mais. Dans mes pratiques culturelles, parce que l'écriture, ça s'entretient. L'écriture, ça s'entretient. On n'écrit pas qu'à un moment donné, bon là j'entame mon chapitre 2, je m'assieds, je fais mon chapitre 2, je retourne, puis après on fait autre chose. Non, on est tout le temps sur une situation de je cherche comment je pourrais, cette situation-là, comment je pourrais l'écrire, comment je pourrais l'utiliser. Oh, ce personnage-là me plaît bien, je le mets dans mon côté, dans ma tête, puis on verra plus tard. Puis évidemment j'oublie, mais des fois ça revient. Mais ça s'entretient aussi parce que j'aime bien partager les choses. Et une de mes pratiques de partage, c'est l'animation d'ateliers d'écriture. Donc j'ai animé des ateliers d'écriture, plutôt pas mal, un certain nombre, à la fois dans le cadre de mon métier, pour des élèves de tout âge, des élèves qui avaient 10-12 ans, des élèves qui avaient 16-17, puis des élèves qui avaient 25-30 ans, puisque j'étais formateur à la fin de ma carrière. Et dans ces ateliers d'écriture-là, on partage obligatoirement, on partage des expériences, et puis on amène les gens à se positionner autrement par rapport à sa propre écriture. Moi je fais toujours l'éloge du brouillon, on ne jette jamais un brouillon. On peut peut-être le barrer, mais on ne le gribouille pas pour effacer, il ne faut pas avoir honte. Ça se resserre, on s'en sert toujours. Et puis j'ai fait des ateliers d'écriture, pas que dans le cadre de mon métier, dans un centre social, dans des bibliothèques, médiathèques, dans le cadre associatif. Voilà. Et ça, moi, ça m'apporte énormément, parce que les gens, je ne sais pas écrire, tu crois que je pourrais? Ben, oui, tout le monde sait faire. Tout le monde sait chanter, tout le monde sait écrire, tout le monde sait lire. Le tout, c'est de trouver la bonne personne à un moment donné qui arrive et qui dit allez, on le fait, hop. Et puis voilà. Donc il y a des gens qui ont découvert l'écriture et qui bien sûr, il existe toujours les problèmes de syntaxe, les problèmes d'orthographe, etc. Mais même aussi l'auteur, il a ces problèmes-là. L'auteur a des problèmes d'orthographe, l'auteur a des problèmes de syntaxe. Quand 10 fois tu refais la même phrase et puis tu n'y arrives pas, c'est bien un problème de syntaxe. Et il ne faut pas en avoir honte. Donc là, moi, le partage est quelque chose de très important dans le fait que moi aussi, je peux progresser dans l'écriture, parce que les interrogations et les inquiétudes des gens que j'accompagne dans l'acte d'écriture, ça me renvoie des trucs à moi. Voilà. Du coup, je ne sais plus si j'ai répondu à la question. Oui, si j'ai répondu à la question. Au sujet du renvoi, quel a été le retour sur Brouchy de la part des habitants? Ah ben ils ont adoré. D'accord. Ils ont adoré. Maintenant, tout le monde ne l'a pas lu. Les nouveaux habitants ne savent pas que ça existe. Mais les gens ont adoré. Même des gens que je sais qui ne lisent pas, ils l'ont eu. Et au moins, il est bien fait. Il est subtilement fait au sens où il y a quand même, je ne sais plus, 22, 24 petits récits. C'est-à-dire, on peut lire dans l'ordre qu'on veut, à la quantité qu'on veut, et il y a des récits qui font le demi-page. Donc, ben, voilà, quoi,
pour les gens qui ne savent pas forcément lire, qui ont du mal, qui peinent, c'est bien. C'est bien. Et il reste encore des choses inexploitées, qui ne sont pas éditées, qui pourraient l'être. Sur la Ouais. il y a plein. Alors le tome 2, comme disait Non, monsieur. il n'y aura pas de tome 2. Il y aurait peut-être un tome 2. Ouais, parce que j'ai accumulé. Quand je me suis décidé à écrire ce livre, voilà, j'ai accumulé, j'ai cherché sur mes cartes IGN, puis je savais qu'il y avait des lieux-dits que je voulais traiter. J'ai retrouvé, je sais pas, une quinzaine de lieux-dits qui m'intéressent. Et puis quand j'ai commencé à accumuler les documents historiques pour asseoir le propos, à me dire, mais là, je verrais bien tel personnage, je verrais bien telle intrigue, etc., etc. Et que j'ai commencé à 12, 13 paquets à mettre les trucs, je dis, oula, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, coupe, on fait un premier jet de 8, puis les autres sont sous le coude. Enfin, donc, les autres, là, actuellement, sont sous le coude. Ça dort. D'accord. Ça dort, ça peut dormir longtemps, parce que là, actuellement, j'ai commencé un nouveau style d'écriture qui est l'ordre du roman policier. Alors, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Et rassurez-vous. C'est l'histoire du curé. Mais il y aura un curé. Il y aura un curé. Et ça se passe en 1889. Donc on est quand même dans l'histoire. Dans une maison close. Et là, je cible mon lectorat. Avec un curé. Ah, oui, non, mais il n'y a pas que. Cannibale. Et donc, il y a un tueur en série dans la maison close. Et je vais pousser le bouchon loin, puisque j'ai demandé à un jeune médecin de mes connaissances comment ça fait quand on meurt, quand on tombe d'un escalier. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on meurt au bout de combien de temps? Ouais, et on a mal où? Et il souffre. Donc, pour l'instant, j'ai 5 crimes en gestation. Ah, c'est une grosse maison close, alors. Là, c'est le moment où j'adore, pourquoi je cherche des trucs. Ouais. Et là, je me dis, putain, là, j'ai 5 façons d'exterminer les gens. Discrètement. J'ai un créneau. Il y a 10 cas. S'il y a des cibles réelles, non? Mais il faudra que Simon le lise aussi. Pour vos recherches Avec les historiques, scènes de la c'est maison quoi, c'est close, Internet, des archives ou... Alors, Pour vos recherches historiques, c'est quoi? C'est des Internet, des archives ou... c'est les deux. C'est les deux. Alors, c'est les archives. Bon, pour le premier que vous n'avez pas bien vu, sûr, oui. c'est voilà. Pour Récits cruels, c'est les deux. Moi, j'avais beaucoup d'archives parce que bon, voilà, l'histoire me plaît même si c'est pas une de mes passions fortes. Donc j'ai un tempérament d'archiviste. Donc tous les trucs qui me plaisent, je les garde. Et j'ai accumulé plein de bouquins sur les contes, les légendes du nord de la France, des Flandres, d'Artois. Déjà ça, il y a une somme de choses. Et puis j'ai récupéré plein de vieux bouquins sur les... j'ai un vieux bouquin sur les sociétés archères de Picardie de la Renaissance à l'époque classique. Voilà. C'est un exemple. Hein. Je suis content parce que je dois être le seul au monde à avoir cet exemplaire-là. Et j'ai pas mal de bouquins comme ça. J'ai des correspondances, des cartes postales, avec des textes de gens qui ont écrit, des vrais gens qui ont écrit derrière. Et puis c'est vrai, il y a Internet, mais il faut savoir aller chercher. Oui, c'est ça. Ça n'est pas donné. Non, et puis tout n'est pas vrai. Oui, ça. Voilà. Il y a beaucoup de mensonges par omission. Dans ce livre-là, Norbert m'a raconté aussi un autre épisode de la guerre et de la résistance. Sur la fin, j'ai confiance en Norbert quand il me l'a raconté.
Et il y a beaucoup de résistants qui se sont réveillés. Bon, il m'a cité des noms, je ne les ai pas cités les noms, parce qu'il y a encore des gens, des descendants vivants, pas la peine de se mettre la perturbation. Mais la parole des vieux, c'est aussi une archive. Et c'est pour ça que je suis content de m'être dépêché de les ramasser, d'aller chercher ces archives-là, parce que maintenant c'est fini. C'est fini ça. Et du coup, entre vous recherchez l'écriture et la publication de votre livre, il y a combien d'années en moyenne? Ou de mois, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas, non. Non, je sais pas. Parce que entre les recherches, l'écriture. Oui. Oui, c'est. Ouais. Alors des fois, je suis pris d'une frénésie, ça va vite. Et puis là, en ce moment, ça va vraiment. Ouais, mais en ce moment, il y a le jardin, c'est normal. Ouais, c'est vrai. Alors, pour dire, là, il y a une partie du premier récit, La fosse au loup. J'ai commencé à l'écrire, j'avais 18 ans. Ah ouais. Ah oui. Alors, moi, quand les élèves ils me posent ces questions-là, c'est pas critique, hein, c'est pas mon cas. Je dis, je peux pas répondre à ta question. Ah bon, pourquoi? Je dis, ben voilà, là, moi j'ai écrit un truc, j'avais 18 ans. C'est pas possible, déjà, il me voit, c'est pas possible. C'est que j'avais 18 ans, il a toujours été comme ça. Et je l'ai laissé de côté. Voilà. Et de 18 ans à l'âge où j'ai commencé cette idée de bouquin, pas tous les jours, mais tous les 2-3 mois, je savais que j'avais écrit ça, je savais où c'était rangé, et quand je ne voulais pas l'ouvrir. Et quand je me suis fait à l'idée définitive que j'allais écrire ça, j'ai ouvert mon petit cahier, un cahier conquérant, un des premiers cahiers en papier recyclé, et j'avais écrit mon texte à la plume. Voilà. Et j'ai retrouvé le truc. Et si un jour vous le lisez, c'est la scène de la louve qui est dans le bois, le moment où ça neige et où elle a faim. Et j'étais très fier de moi, puis je me suis dit, voilà, ça va être compliqué de continuer. Donc je l'ai fermé, puis j'ai dit, je reprendrai un jour. Voilà, donc il faut croire. Alors je dis aux élèves, il faut croire en ses rêves de gosse. Oui, c'est sûr. Jamais baisser le bras. Moi j'ai une question par rapport à l'utilisation de la fiction justement pour traiter des faits historiques. Oui, j'ai lu Falaise. Et bon, autant pour Grouchy, on comprend que quand on a traité des témoignages d'anciens, on sait qu'il faut à un moment donné utiliser la fiction parce que tout n'est pas utilisable en tant que tel. Enfin, c'est important de romancer ces témoignages tout en leur gardant quand même une véracité. Ça, c'est important. Mais pour les autres, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné quand même, alors vous dites que c'est pas votre passion, mais bon, vous aimez quand même, quoi. Enfin, c'est clair que vous aimez l'histoire et vous aimez vous resituer les faits dans une période historique. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'appréhension, à un moment donné, du regard de l'historien ou de l'historien local, ou de celui qui se dit historien local, et qui va, à un moment donné, vous mettre en défaut ce que vous avez écrit? Vous en faites? Alors, oui, non, je ne me vexe pas. Je suis très susceptible, mais je ne me vexe pas. Par contre, le propos n'est pas. Mon propos, c'est de raconter une histoire. De raconter une belle histoire qui fait frémir, ou pleurer, ou rire, ou alors à un moment donné, parce que dans le récit cruel, il y a des moments où l'histoire est telle que on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Et du coup, le regard de l'historien, celui qui va venir t'embêter parce qu'il va falloir. Oui, mais là tu dis, et ils n'étaient pas habillés comme ça pour de vrai. T'as des photos que c'est pas. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas. Et oui, c'est arrivé. C'est peut-être plus simple vis-à-vis du Moyen-Âge, par exemple. Mais par rapport à l'époque contemporaine, là, notamment quand on aborde la Seconde Guerre mondiale, c'est plus sensible, quoi. J'ai fait attention. Ouais.
J'ai fait attention, parce que sinon tu vas vite faire démonter, et puis tu n'es plus crédible. Même dans la fiction, tu n'es plus crédible. Voilà. Donc, resituer, oui, mais je me suis bien gardé d'approfondir des choses sur lesquelles j'aurais pu être pris en défaut, ça c'est clair. Non mais honnêtement, c'est sûr que je vais pas donner autant de bâtons pour me faire battre. Par contre, c'est vrai que ça m'est arrivé encore vendredi soir. Bon, c'est pour te dire. Pourtant, c'est une copine, hein. C'est une copine qui m'a sorti ça. C'est pas possible, mon Dieu. On répète le spectacle pendant 4 jours. Scène de l'avoir. Donc, on est dans de la figuration. C'est-à-dire, les copines, elles n'avaient même pas de texte. Je leur demande de laver du linge. Oui, mais alors j'étais sur Internet, je me suis renseigné, alors c'est pas comme ça qu'elle faisait. Non, attends, tu es au théâtre, là, tu fais comme on dit de faire. On fait dans. Oui, mais quand même, ce serait bien qu'on fasse quand même un peu. Non, c'est pas même un peu. Parce que, voilà, sinon on s'en sort pas. Sinon évidemment, tu es dans la vraie reconstitution historique, et c'est pas le propos. Moi, je veux raconter de belles histoires. Je voulais rajouter un truc. Oui, un truc qui me fait rire, je parlais de tout à l'heure, puis j'arrête après là. Ah non, vous avez des questions. Hein. Non, c'est pas. Moi, j'arrêterai de. Il y a un récit qui s'appelle Le Buisson Pouilleux. Ça se passe à Brouchy, c'est pas loin, c'est à côté de Brouchy. Alors déjà, je cherche. Par contre, là j'ai vachement cherché pourquoi on a. Eh bien, il y a plusieurs explications, et j'en ai choisi une. Il n'y a personne qui viendra m'embêter parce que tellement ramé pour trouver les autres explications. Voilà, le Buisson Pouilleux. En fait, c'est un endroit, on a ça dans l'ouest de la Somme, aux confins de la Normandie, de l'Oise. C'est, je sais plus les arbres à loques. Il y a des endroits où on appelle ça les arbres à loques, et d'autres endroits où on appelle ça les buissons pouilleux. Et tout le monde ne connaît pas. Je connais pas le pourquoi de la chose, mais ce sont des arbres dans lesquels les gens attachent des vêtements, des petits tissus. Par contre, je ne sais pas quelle est la signification. C'est alors, la partie ça remonte dans la nuit des temps. C'est des lieux païens dans lesquels il se passait des cérémonies. Voilà. La chrétienté envahissante s'installe, récupère ces lieux païens pour en faire des lieux sacrés, et avec des faits plus ou moins vérifiés, mais aussi des belles légendes, du style à cet endroit-là, il y a machin, on lui a guéri les pieds, lui on lui a guéri tous ses boutons à cet endroit-là, etc. Voilà. Et en général, les arbres à loques, c'est les endroits où les gens pouvaient, en priant, en vénérant saint, je ne sais plus quel, guérir de toutes les maladies de peau. Voilà. Ce sont des faits vérifiés. Donc, plus de notre côté, on appelle ça l'arbre pouilleux, le buisson pouilleux, pouilleux, ça dépend. Mais il y en a très très peu. Et nous, à Brouchy, on a la chance d'avoir un buisson pouilleux. Quel est le rapport avec les arbres à loques, etc. Parce que en Champagne, pouilleux, ça revient, c'est autre chose. C'est les pouilles. Les pouilles italiennes, c'est aussi la même référence historique que ce qui se passe à Reims, c'est-à-dire, en termes géographiques, c'est la qualité du terrain qui fait qu'il y a un certain type de végétation qui pousse, et c'est pouilleux parce que c'est une appellation locale. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les poux ou quoi que ce soit. Donc, nous voilà mi-chemin entre la Normandie et puis Reims, on dit, allez, je prends la plus rigolote, je prends une maladie de peau. Et à Brouchy, on avait une léproserie. Ah. On me dit, peut-être qu'il y a un truc là. Ça se grattait. Voilà, c'est à gratter dans le bon sens. Et du coup, je raconte dans le buisson pouilleux
quelque chose qui tourne autour des lépreux. Voilà. Et alors vous dites, pour l'instant c'est pas très drôle ça. Voilà. Par contre, il y a 3 pouilleux qui débarquent dans la ferme, pas loin du buisson pouilleux, et qui font un peu les 400 coups, dont une petite fille pouilleuse, lépreuse. Alors pourquoi buisson pouilleux? Parce que les gens de Ham n'osaient pas venir à la léproserie de Brouchy déposer des habits, parce que c'est quand même tant de bons paroissiens faisaient œuvre de charité en donnant des habits aux pauvres, comme on fait encore actuellement. Et donc il est déposé sur le buisson, puis les lépreux sortaient, allaient chercher. Et des fois, il y a des trucs qui ne leur plaisaient pas, donc ils les laissaient. Donc il y avait un amalgame de tas de trucs dégueulasses qui ne pouvaient pas enlever. Et la petite fille en question, c'est horrible. Elle se fait engueuler par ses parents parce que dans la ferme, ils réclament une soupe aux choux elle doit mettre des carottes dans la soupe, mais elle n'arrive pas à rattraper les carottes parce que avec ses doigts, elle perd ses doigts et elle n'arrive pas à mettre les carottes dans la marmite. Voilà. Alors, des fois, on ne sait pas si c'est horrible ou si c'est à rire. Des fois, elle va dire non, c'est pas bien. C'est ce qu'il a écrit là, c'est pas. Voilà. Je suis désolé, mais il fallait que parce que j'aime beaucoup ce passage-là. Et on comprend que tu rigoles quand tu écris. Oui, et après, il joue de la guitare. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une dernière question. Madame, Il y a d'autres questions? C'est pas une question, c'était une remarque. Vous vous inspirez de l'histoire, vous la transformez pour faire vos récits. Oui. En fin de compte, vous faites un peu comme Alexandre Dumas. Ah non. Non, mais si, c'est la même démarche. Moi, j'en sais rien. C'est la même démarche. Et quand on lui disait que ben, c'était pas vrai, historiquement parlant, il sortait cette phrase j'ai peut-être violé l'histoire, mais je l'ai fait que vos enfants. Donc, ça peut vous servir comme réplique. Je le dirai pas. Merci. Hein. Oui. Moi, j'ai une dernière question qui va, j'espère, devenir une tradition dans le livret, parce que pendant longtemps, je réfléchissais quelle sera la dernière question chaque fois quand un écrivain vient dans cette librairie, et j'ai décidé enfin, et tu vas inaugurer cette nouvelle tradition. Alors, la question c'est, je sais dans quelle librairie dernière tu es rentré, c'est-à-dire c'est le mienne, le nôtre, Chien sous la Lune, mais quelle était la première librairie que tu as visitée dans ta vie, dans tes souvenirs? Et quel souvenir tu gardes de cette première entrée dans une librairie? Je ne sais pas. Tu essaies. Tu as de souvenir que tu as rentré dans une librairie une fois dans ta vie, avant cela. Bon, à peu près. Si, attends. On pose la question à tout le monde après. Vous avez 2 heures. La première librairie dans laquelle je suis rentré, je devais être en 6e, dans mon souvenir. Hein. Oui, c'est souvenir. On va vérifier après sur Internet. C'était à Langres, dans l'Aisne. La librairie à l'époque, il y avait une librairie à l'époque qui était dans la ville basque, pas loin de la gare. Et j'y allais assez souvent. Et j'avais de l'argent de poche. Et j'achetais Club des 5 et Club des 7. Bibliothèque verte. C'était la verte ou la rose? C'était la rose. Je me souviens de ça parce que j'étais autonome au niveau du fric et je pouvais acheter ce que je voulais. Il y a une manif qui se monte là.
Ça pour la verte et ceux qui Il y aura une sont- bagarre à la fin. Vérifiez sur Wikipédia. Prends les paris. Les 5, c'était déjà. Il va falloir faire une Après, version. j'ai dû rentrer dans des librairies, mais comme j'étais pas autonome ni dans le choix ni économiquement, ça ne devait pas tellement Non, m'intéresser. c'est bien la réponse. Est-ce que tu te souviens le nom de librairie? Oui, elle existe toujours, mais elle a déménagé, elle est passée sur le plateau, c'est la librairie Vendôme. Ah, bravo. Bah, merci beaucoup. Alors, comme on dit, c'est moi qui vous